Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile, tous les dimanches à 15 h. Bonjour à tous, donc pour votre émission colombophile, Pigeon Magazine on Air. Donc aujourd'hui nous avons comme d'habitude Jean-Philippe. Bonjour. Ainsi que Kevin. Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de vous faire un petit résumé en fait de la saison à venir. Voilà, parler un petit peu de la mise en élevage, les débuts de saison, les nationaux, l'augmentation des concours de demi-fond, les conséquences sur le management, un peu de tout. On va également vous parler du Pigeon Magazine numéro 6 qui va bientôt sortir. Alors avec les reportages qu'on a décidé de passer dedans, les vidéos, plus d'1 heure et demie de vidéo dans le prochain magazine. Alors également la chronique habituelle, le coin des anciens. Donc ça sera aujourd'hui Claude Leclerc et Charles Cuvelier pour la dernière partie. On est malheureusement désolé, mais bon, il y a une fin à tout et on espère quand même, Kevin, que bon, on n'aura plus, je crois, de reportage de Charles. À mon avis, ça devrait revenir. Je pense que ce point des anciens, c'est un peu comme des épisodes comme ça. D'ailleurs, au sujet de Claude Leclerc, je crois que ce sera en plusieurs épisodes parce que j'ai encore un épisode tout frais de ce matin qui devra être monté et diffusé sans doute la semaine prochaine ou au courant de la semaine et qui je crois, vaut le détour. Hein. C'est à chaque fois un bol d'air frais de là où on vient, quoi. Donc voilà, la semaine prochaine, donc la suite de Claude Leclerc. Alors on finira avec les premiers résultats qui sont parus donc en Flandre naturellement, étant donné que les concours ont été remis en Hainaut. Et alors la météo, la sacro-sainte météo de Kevin, hein, donc qui va vous faire une petite météo détaillée donc, de la semaine à venir. Alors on va commencer tout de suite. Donc qui joue demain, Noyon-Saint-Quentin la semaine prochaine? Savez-vous? Moi, j'ai pas d'informations précises. Je ne sais même pas si ça a été décidé, si on maintenait Noyon ou alors si on partait à zéro. Moi, je dis que le calendrier serait adapté. Donc, on ne sait pas comment. Voilà, il n'y a pas trop d'adaptation à faire pourtant. Hein. Oui, je passe la tête à la fenêtre et je vois le ciel et je me dis qu'aujourd'hui, certains vitessiers, voire même d'autres hein, qui aiment lancer leurs pigeons dans de bonnes conditions, avec cette petite chaleur qui est arrivée dans l'après-midi, qui aurait fait du bien pour les premières récupérations, un vent finalement pas très fort. C'était presque des conditions idéales. Hein. En tout cas, c'était des conditions absolument fabuleuses pour aller marcher ce matin. J'ai fait un demi-fond, un petit demi-fond, 12 km, 13 km avec les enfants. Il a fallu laisser tomber la veste d'ailleurs. Oui, c'est ça, moi aussi. Hein, j'ai les quelques kilos ont pris l'hiver, il faut aussi les perdre. Hein. Enfin, la décision était difficile à prendre, je pense, pour les mandataires provinciaux, EPR. On n'est pas dans les mêmes conditions que le reste de la Belgique, qui avait décidé de jouer, de ne pas passer la frontière et de jouer des concours en deçà de 100 km. Nous, il y a des colonies qui sont situées en deçà de 100 mètres de la frontière. Oui. Mais naïvement, moi, hier, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais merde, pourquoi nous, on ne peut pas jouer et pourquoi 2 provinces? Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit que ça devait être une question de convoyage. Donc, on vient d'apprendre quelque chose. Kevin réfléchit. Ah oui. En tout cas, je me dis pourquoi nous, pourquoi pas les autres, voilà. Mais après, je me suis dit il y a certainement donc, le fait qu'on soit tout près de la frontière, donc on ne sait pas faire de concours de... Et puis il y a certainement le fait du convoyage qui entre en ligne de compte. Oui, le coût du convoyage pour peu de pigeons finalement, puisque les Flamands sont restés à l'intérieur des hôtels. Là, on est convoyés dans les mêmes camions que les Flandriens. Et probablement qu'ils ne voulaient pas partir à moitié vide ou à moitié plein. J'ai eu des réactions concernant les as-pigeons. Et est-ce que au championnat, les as-pigeons de vitesse, est-ce que le concours en deçà de 100 km sont repris? Oh ben là c'est une... Voilà, pour moi c'est une gueule parce que je me suis... Voilà, je pose la question, j'aurais pu aller chercher l'information et puis... enfin c'est pas gravissime. Ensuite, peut-être que la semaine prochaine on va avoir un temps... peut-être avec des températures meilleures, mais sans doute plus de pluie, plus de nuages, plus de nébulosité. On va regretter ce dimanche. Ouais, d'accord, mais honnêtement, allez, on n'a pas eu de possibilité de faire voler les pigeons depuis pas mal de temps. Je vois par exemple en Normandie, il y a eu des averses de neige.
il annonçait que 10 cm de neige le jeudi ou le vendredi. Et certains amateurs ont enlogé leurs pigeons pour une étape de 120 km. Ils ont joué déjà hier matin. Oui, je parlais à Claude Leclerc ce matin pour faire le reportage et il me disait qu'avant on aurait joué sans problème. Enfin, c'est aussi... et heureusement, je crois, c'est très bien, on fait un peu plus attention qu'avant. Mais il y a... Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je parlais des amateurs, des petits vitessiers qui avaient toujours quelques pigeons prêts sur des femelles qui jouaient en début de saison, des femelles qui étaient accouplées au reproducteur. Le jeu de vitesse c'était essentiellement, c'est ce que Claude m'a dit, c'était essentiellement des vitessiers. Ouais. Donc des pigeons parfois, et je pense aussi qu'on gardait plus longtemps des vieux pigeons. Eh bien, ces pigeons-là étaient donc appelés à entrer en scène en début de saison. Puis pendant que les grands coursiers accomplissaient le plus gros de la saison, eux ils se reposaient et ils rentraient de nouveau en mouvement vers le mois de septembre, octobre, même pour le tour sur la Belgique. Donc c'était pas tout à fait... Allez, c'est pas les gros colombiers, les meilleurs pigeons qui vont devoir ensuite aller sur les grandes étapes, sur les nationaux. Ces joueurs-là ne vont pas risquer de mettre leurs pigeons maintenant quand même. Oui, par ici, il y a quand même de moins en moins de purs vitessiers. On voit tous les demi-fonciers historiques tournésiens passer aux nationaux. Toutes les étapes du mois de mars ont disparu purement et simplement. Voilà. Peut-être qu'il y en ira demain pour le mois d'octobre. Si je réfléchis encore, pas trop, hein, mais encore un peu, est-ce que le déclin de la vitesse n'est pas non plus aussi lié à la façon au nombre de pigeons qui sont convoyés et au fait que on a la France juste derrière? Je sais pas, c'est lié à la façon moderne de manager les pigeons, tout simplement. Et c'est peut-être, le déclin de la vitesse, c'est peut-être une étape dans le déclin de la colombophilie, purement et simplement aussi. On peut l'imaginer ainsi. Ouais, Julien, toi, tu es jeune, tu es toujours plein de... Mais il faut voir... Non, je pense que la vitesse, les nationaux aujourd'hui, de grands mi-fonds, et on voit aujourd'hui dans le programme 2013, l'accès, l'intérêt qu'il y a de la fédération, des acteurs économiques du pigeon, à faire vraiment une espèce de championnat, genre Champions League sur le grand mi-fond, les 400 km. C'est devenu, les 400 km pour moi c'est la vitesse d'avant, c'est devenu le standard comme ça. Ouais. Et du coup il y a une migration, même au niveau de l'inscription locale, du rapport au monde du colombophile, qui est beaucoup plus, je crois des colombophiles plus anciens qui ne vont jamais sur internet pour quoi que ce soit, ils vont pour avoir le résultat, pour lire un article de temps en temps à l'hiver, pour se dire ah là là il y a un tel a vendu autant, pour le raconter avec son voisin. Enfin, il y a un rapport au monde du colombophile qui change et qui a un impact sur les distances. Mais décliné, il y a eu une réaction de quelqu'un que j'apprécie, qui est fort et qui a mis sur internet qui ne donnait pas 20 ans au sport colombophile. D'ailleurs, je voulais parier un maillot du Standard avec lui parce que... Pas le maillot du match d'hier, parce que c'était minable pour arrêter. Moi c'est ça, mais il est Standardman et je suis en avec toi et j'aurais bien parié un maillot. Le maillot t'es même pas mouillé. Mais vraiment, je pense après, ça m'interpelle quand j'entends ça et j'ai vraiment grandi avec ça, on m'a dit ça, que ça allait mourir. Et je crois qu'il suffit de passer la frontière, aussi il y a ça. Hein. Je crois que les Flamands, il y a le rapport, pour moi ça vient aussi du rapport de force avec la Flandre. La Flandre ils sont beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus, leur colombophilie est beaucoup plus proche de la couleur de l'époque, au niveau des ventes, au niveau des transactions, au niveau de la publicité, au niveau des one loft, au niveau de tout ce qui tourne autour du pigeon, qui n'est pas forcément la racine, mais qui est ce qui ne me plaît pas forcément non plus. Mais je crois que c'est en train de devenir mondial et que on va prendre conscience dans les 5 prochaines années que le pigeon, c'est un peu comme le vin en France, comme la bière, c'est un produit qui va falloir, qui va être une identité aussi de l'Europe, de ce que va devenir l'Europe. Oui, mais dans ce que tu dis, autant en Flandre qu'en Wallonie, les petits concours du mois de mars sont aussi en voie de disparition. Donc, c'est peut-être une autre façon
peut-être une autre façon d'exprimer le sens disparition des colombophiles, c'est la disparition de tous ces petits joueurs de vitesse qui étaient quand même le terreau, les bases, les fondations. La série des reportages, des feuilletons sur Charles Cuvelier, sur Claude Leclerc et d'autres, j'espère, c'est ça aussi, de garder ça, de se souvenir de ça. Quand je suis avec Claude ce matin, je sens que je vis quelque chose, que je grave quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que je pense que même les professionnels aujourd'hui, et je pense, pour ceux que je connais, ils s'en soucient, le fait de garder le racine du Coulon, c'est-à-dire être content quand son pigeon arrive, et être déçu quand il n'arrive pas et retourner le matin en se disant je vais réussir la semaine prochaine, ça doit rester le cœur. Bah, tu sais, si on pouvait faire une comparaison, on pourrait comparer ça au jeu de pinson. Nous on avait, je ne sais pas si tu as connu le jeu de pinson, ces petites cages qu'on alignait. J'ai vu, j'ai lu, mais je n'ai pas... Donc tu vois, quand il y a 20 ans d'écart, près de 20 ans, il y a des choses dont tu n'as pas eu connaissance, des choses que tu n'as pas vécues, et que les gens plus âgés ont eux vécu, et donc il y a un recul plus important qui peut être envisagé dans ce cas-là. Moi j'ai connu le jeu pinson, j'ai joué au pinson, il y avait des pinsons, il y avait dans mon village 2 sociétés de pinsons. Dans le Tournésie, il y avait des dizaines de sociétés où on pouvait aller battre les pinsons. On appelle battre les pinsons, donc les pinsons qui chantent les uns contre les autres. Et on note le nombre de fois où ils chantent, je crois. C'est une réglette. Et petit à petit, les sociétés ont disparu, les pinsonneux ont disparu. Il reste encore des sociétés plus ou moins fortes en Flandre. Le parallèle avec la colombophilie est là tout indiqué. Mais le nombre est de plus en plus restreint. Là aussi, les prix se sont envolés au niveau... on ne peut pas comparer avec le jeu de pigeon, évidemment. Hein. Mais les prix se sont envolés au niveau des meilleurs pinsons. Mais les petits amateurs, le terreau, la base, tout ça a disparu. En Wallonie, c'est totalement, totalement. Il y a encore quelques sociétés. Du côté de Moucron, il doit en rester une. Il en reste une du côté de Fram. Mais c'est devenu... ça me fait penser à Darwin et à la loi naturelle. Il y a une espèce de... Même les hobbies. C'est pour ça que quand je dis ça ne va pas mourir, c'est que et sur ce qu'on disait avant, et quand je pense à mon père, qui a pu me dire aussi que ça allait disparaître, et puis j'ai vu qu'il a compris pas forcément, en me voyant moi. Il y a aussi quelque chose où c'est difficile de faire entendre aux anciens une autre manière de le faire. Mais bizarrement... Une autre place du hobby dans la vie. Oui, c'est ça, mais bizarrement, l'essor du jeu de pigeon, donc l'argent qui sort des mêlées, à mon sens, ce sera quelque chose qui va faire en sorte que le jeu de pigeon va durer un peu plus longtemps. Tout à fait. C'est dans le poison qu'il y a le remède. Ben oui, parce qu'il y a toute la puissance de l'argent qui se situe derrière cette nouvelle façon de faire. Et ça a toujours été. Là où il y a des gens, là où il y a de l'argent, il y a des gens influents. Et là où il y a des gens influents, il peut y avoir continuité d'une organisation. Ce qui n'était pas le cas pour les pinsons. Et quelque chose de plus ennuyeux encore pour les pinsons, c'est la fin de la tonderie. Donc on ne pouvait plus attraper les oiseaux sauvages pour les éduquer. Ça a précipité la mort du jeu de pinson. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas... Ce qu'on ne peut pas mettre en parallèle avec le jeu de pigeon, c'est pas la même chose. Moi, mon père avait des coqs, il était un peu pleureur aussi, donc j'allais au parc. En France, puisque là aussi ça a été interdit en Belgique. Et toi, je suis tellement plus vieux que toi, moi j'ai reconnu les concours, on entraînait encore les coqs en Belgique. Oui. Bon. Et je me souviens d'un coq battant. Mon grand-père jouait au coq quand il est venu finir sa vie à la maison. Et on allait entraîner les coqs au bout du village. J'ai l'image, j'étais petit, j'avais, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas exactement. Mais je me souviens encore parfaitement, on passait avec le coq dans le panier tout près d'une espèce de petite volière avec des vitres. Et un des coqs a entendu celui de mon grand-père dans son panier. Il a brisé la vitre, il est sauté sur le panier, quelque chose de phénoménal. Oui, c'est vraiment, mais ça, je pense que c'est un autre argument que j'ai envie de mettre dans la balance de la pérennité du sport colombophile, c'est ce rapport à la nature et une génération qui commence à s'alarmer de l'industrialisation et de ses conséquences
et qui commencent à s'organiser aussi pour retrouver cette nature et l'exigence de la nature, son côté ni bonne ni mauvaise. Un coq, et que quand on le met au parc et qu'il est chaud, il y en a même qui meurent de coups de sang tellement donc il y a une espèce de confort. Et le pigeon c'est le même, comme les drames de perdre un pigeon qui meurt, ou alors l'inverse, une forme qui arrive. J'ai été faire le reportage chez Geoffrey Houzé, et je voyais encore l'être humain qui a été frappé par la forme, où tout d'un coup, mon Guilain Brimand, avec qui je jouais quand j'étais petit, il disait il a la forme, il pourrait mettre les plats chauds, il ferait des prix. Et ça aussi, c'est la vie dans son côté ni bon ni mauvais. Elle arrive, parfois elle dévaste tout, et parfois elle transcende tout. Et le sport, le jeu de pigeon, il réapprend, j'ai l'impression, ce rapport, ce geste, cette retrouvaille avec la nature. Oui, mais l'argent prend quand même une place beaucoup plus importante, les billets verts plutôt que les feuilles. Moi j'ai quand même l'impression que... Mais on peut faire un appel aux auditeurs, hein, tant les gens qui sont économiquement impliqués dans le jeu de pigeon, que les plus traditionnels des traditionnels et qui ont envie de rester, que le jeu de pigeon reste un hobby, voir si... Qui pense que le sport colombophile va mourir? Qui pense? Moi, je serais curieux de savoir qui jouerait encore au pigeon s'il n'y avait plus de possibilité de gain, plus de possibilité de publicité, plus de possibilité de vente, donc uniquement pour pouvoir jouer. Moi, JP, je suis là devant toi. On joue à deux alors. J'ai eu 33 ans avant-hier et tout ça fait partie du jeu. Je crois que je suis un gagnant, j'aime bien ça gagner, et donc dans n'importe quoi. Mais pour vraiment s'impliquer pleinement, il faut qu'il y ait quelque chose qui me renvoie à moi, qui m'apprenne des choses et dans lequel je peux m'impliquer affectivement. Et donc c'est plus... Mais je me suis posé cette question-là, sinon je ne serais pas au micro, je crois, avant. De dire, est-ce que je fais ça pour me dire je joue très bien, je vends mes pigeons, j'entretiens ma publicité autour de mon nom, autour d'un couple, toutes les façons qu'il y a de mettre en valeur sa colonie. Et je ne peux pas faire ça en fait, parce que c'est faux, mais c'est ni bien ni mal encore. C'est faux. Je ne joue pas pour ça. Ce n'est pas le but. Excusez-moi de vous couper, donc. Excusez-moi de vous couper, voilà. Mon micro il est coupé, donc. Et donc vraiment, parce que peut-être je suis complètement naïf, et donc que tous ceux qui pensent que la colombophilie va mourir, qu'ils s'expriment sans peur. On les invite à nous laisser un message sur le chat. Et aussi ceux qui pensent que pas du tout, au contraire. Donc pigeonmagazine.be, le / là-bas en question, on air, O-N-A-I-R. Donc il y a un chat, il vous suffit de répondre à la question et de nous donner plutôt, voilà, je perds la parole, de nous donner votre avis. Voilà. Donc pour revenir toujours sur le sujet, hein, donc c'est le début de saison, donc ça rime avec mise au veuvage. JP, qu'en penses-tu? Est-ce le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Ça tout dépend de quoi on va jouer comme concours. Moi j'ai rencontré, par exemple, il y a beaucoup de discussions. Quelle est la meilleure façon de mettre au veuvage? Quelle date? Comment on fait? Toutes les façons sont bonnes parce que, par exemple, on va prendre Georges Cartus au moment où il jouait le plus fort. Ses pigeons étaient séparés à l'issue de l'élevage vers fin septembre, début octobre, et ils ne revoyaient leurs femelles qu'à l'issue du premier concours auquel ils participaient. Donc il n'y avait rien qui était fait, il n'y avait pas de couvaison, il n'y avait pas de... Et ça marchait chez lui. Est-ce que c'est lié au fait qu'il ait eu ce surnom Mister Perpignan? Cette façon de faire. Cette très longue période de mise au veuvage, c'est pas de couvaison, peut-être une mue qui... Non, parce que j'avais posé la question à Georges à l'époque, qu'est-ce qui fait que tu joues si bien Perpignan? Et il m'avait tout simplement dit, de toute la saison, je me défends très bien et je prends tout ce qui est meilleur dans les différentes étapes et je mets ce qu'il y a de mieux à Perpignan. Voilà pourquoi je joue très fort sur Perpignan. Voilà. Parce qu'il y a quand même des colonies spécifiquement de fin de saison comme ça qui arrivent. Lui, je pense à De Neubourg aussi, qui est spécialiste de Béziers. Il y a des concours qui ont l'air de privilégier aussi certaines régions. L'entrée des pigeons dans le pays ne se fait pas toujours de la même façon et on vote
On le voit encore mieux que ces belles images qu'on nous fait des impacts de pigeons tombant sur la belle terre de Belgique. Il y a des entrées par la Val de l'Escaut, des entrées par les fleuves en général. Et certaines étapes sourient plus que d'autres à certaines colonies. Mais finalement, la mise au élevage, tout dépend de quand et à quel concours. Il y a surtout une règle à observer, c'est en cas d'élevage, d'un premier élevage, donc un élevage d'hiver, ne pas donner une couvaison supérieure à quelques... Il y a même des gens qui ne... Pour la mue. Oui, c'est ça, pour ne pas déclencher la mue, ne pas commencer à donner une couvaison d'une dizaine de jours après avoir déjà donné un élevage... Je pense que Grégory Cassard, quand même, pour le concours, qui est le premier concours national et la référence 2012, puisqu'il a remporté la victoire, élève au mois de novembre et a mis ses pigeons au veuvage sur des œufs de 2 ou 3 jours. Oui, c'est ça. Damien lui raccouple simplement et quelques jours avec les femelles. Donc on voit, il y a différentes sortes. Il y a aussi ceux qui élèvent juste avant le début de la saison, qui mettent au veuvage. Mais là, c'est plus délicat parce qu'il y a une montée de forme quand le mâle reste en général seul avec son jeune. C'est comme ça que font beaucoup. Il y a une montée de forme qui est plus brusque et plus dure à maîtriser par la suite, alors, et qui doit être mieux quantifiée dans le temps. Donc, J'ai entendu plusieurs colombophiles qui, vu l'augmentation, les 7 concours nationaux de grandes mi-fonds qui vont s'enchaîner, donc de Bourges le 25 mai jusqu'à la souterraine le 4 ou 6 juillet, je crois, du coup, qui n'ont pas élevé à l'hiver et qui ont raccouplé leurs pigeons, ont vu d'avoir des grands jeunes. Attendez, je vais éternuer. Donc, en éternuement, donc c'était justement notre sujet de notre prochain thème, donc l'augmentation des concours de demi-fond. Ouais, c'est ça. Les conséquences sur le management. Mais oui, c'est ça. Et qui du coup vont entraîner leurs pigeons sur cette forme du grand jeune et vont essayer de les mettre au veuvage plus tard pour pouvoir tenir jusqu'à même les concours de demi-fond qui reviennent avec les pigeonneaux à partir de Bourges là. Oui, parce qu'on dit en général qu'une période de veuvage est suivie de 10 semaines favorables. C'est ça. Avec des semaines qui sont où le pic de forme est plus important. Et donc on vise évidemment ce qu'il y a. Mais il y a tous les paramètres à tenir en compte. Il faut voir comment est situé le pigeonnier, s'il est froid, chaud, un pigeonnier froid, donc se mettre en... C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule finalement. Il n'y a pas de formule pour tout le monde, ça c'est certain. Chacun doit appliquer suivant ce qu'il joue, suivant ses installations et suivant ce qu'il désire, les concours auxquels il désire participer. Oui, c'est là aussi tu parlais d'étapes qui favorisent plus ou moins des colonies. Je pense que ça se retrouve aussi sur les pigeons. Il y a des pigeons spécifiques qui préfèrent certains types de temps et qui muent aussi à une certaine vitesse. Il y a des pigeons avec lesquels on peut très bien faire recouver sans avoir vraiment peur de mettre en danger sa fin de saison parce qu'ils muent très lentement. Et d'autres pigeons qui muent plus vite aussi, des races... c'est le paradoxe des coulonneux. Ça. On veut faire en sorte que la mue de la première plume, la chute de la première plume soit le plus tardif possible pour pouvoir jouer le plus longtemps possible. Et puis quand on se retrouve début juin, on se plaint parce que la première plume n'est pas tombée, que la forme ne peut pas arriver tant qu'elle n'est pas tombée. Donc vous trouvez le juste milieu. Là-dessus, j'ai fait une petite enquête dans la littérature colombophile que je possède, et il y a quand même beaucoup de pigeons qui, sur ce Bourges national notamment, ont réalisé, je pense que c'est Léon Petit qui dans les années 73 ou 74 avait fait avait organisé la réunion des meilleurs pigeons de l'année 72 ou 73, et avait justement... Et il y avait 3 vainqueurs de Bourges des 3 années qui suivaient, qui n'avaient pas tapé avec l'amateur, qui disaient, et c'était un des chevaux de bataille de Léon Petit, de casser ce mythe-là. Il y avait des pigeons qui étaient en très grande forme sans avoir lâché la première. Et Maurice Cazard, si on lui pose la question, il dira moi j'ouvre pas l'aile. Donc lui, il ne sait même pas où ça en est. Oui, et là-dessus, je rajouterais la phrase de Damien, moi je ne n'ouvre jamais le bec. Voilà. Pas d'aile, pas de bec. C'est ça. Mais c'est une question que je me suis posée cette semaine. C'est vraiment aussi quelque chose que j'ai appris en arrivant dans le Tournaisie, en fréquentant Damien et tout ça, c'est une espèce de confiance en regard sur la colonie, comme ça, de pas forcément
triturer toujours les pigeons pour être sûr et se rassurer. Il faut avoir confiance. C'est un regard de confiance, mais c'est surtout un regard quotidien et continu. C'est ça qui est important. Et là, on est vraiment dans cette période-là. Hein. Le début est vraiment très important pour les mâles veufs qui sont quand même fragiles. Quand il suffit qu'ils prennent 2 ou 3 concours un peu difficiles avec un peu de pluie et un temps froid fin de journée pour la récupération et le goût, la confiance est déjà entamée. Raison de plus pour ne pas avoir mis de pigeons. Allez, on peut quand même, parce que j'avais vu des réactions négatives suite au report de cette journée. Je pense que on peut invoquer toutes les excuses possibles pour lesquelles on pourrait dire qu'il fallait jouer quand même. Nos dirigeants ont pris quand même une bonne décision selon moi, parce qu'il ne faut pas trop réfléchir pour les autres. Bah tout à fait, hein. Je crois que les températures sont pas froides, il y a encore la dernière nuit ici. Oui, mais rêvons un petit lâcher à 11h30 avec un petit nombre de pigeons. Ouais, mais c'était pas acquis, hein. La journée telle qu'aujourd'hui. Tout à fait, ce n'est pas la semaine dernière, tu le rappelais, il faut quand même, c'est une position très difficile. Et ce matin, les pare-brises étaient totalement gelés. Hein. Tout à fait. Et il y avait un gros vent d'ouest qui était franchement fort. Il n'était pas à l'est ce matin, non? En tout cas, sur Paris-Roubaix, ils ont parlé d'un vent d'est. Je pense qu'il n'a pas bougé. Il devait être à l'est. Hier après-midi, donc si le concours était lâché, c'était du samedi. Donc... Ah, du samedi pour certains, mais du dimanche pour nous autres. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Au niveau de la mise au veuvage, pour terminer et conclure, ce sera intéressant de voir les colonies qui vont émerger en ce début de saison et d'un peu aller leur demander quelles ont été leurs options. La plus grande, la majeure partie par chez nous, c'est quand même la tradition de l'élevage en hiver, donc au mois de novembre, à Sainte-Catherine, avec la mise au veuvage, avec une date d'accouplement qu'on peut situer autour du 1er avril, et une mise au veuvage soit sur la couvaison de 2-3 jours, soit après la chasse à nid de quelques jours simplement. Ça c'est le plus gros, en sachant que dans certains colombiers, différents colombiers sont mis à différentes dates également, pour pouvoir échelonner les terres d'informe. D'accord, donc on en profite pour faire un petit appel au témoignage des femmes colombophiles qui souhaiteraient nous donner leur ressenti sur le vécu au quotidien. Oui, qu'il soit positif ou négatif, hein. Moi j'insiste là-dessus, c'est pas pour venir dire. Enfin voilà. Et donc, je voudrais dire aussi aux maris colombophiles de ne pas les empêcher de réagir. Parce que je crois que c'est important pour le colombophile aussi, hein, cette place qu'on a envie de donner aux femmes. Et même quand c'est difficile pour elles, je crois que certaines sont déjà en train de redouter les mois qui arrivent et voient leur mari de plus en plus préoccupé et tendu. C'est bien aussi que... Elles ont déjà gagné 3 semaines. Hein. Elles ont déjà gagné 3 semaines. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, peut-être un jour, on pourrait faire une espèce de petit tirant comme ça pour les femmes, pendant qu'il y ait les colombophiles et les maris parlent pigeon dans la pièce d'à côté. Et c'est vrai qu'on a tout le nécessaire ici pour les recevoir. Tout à fait. Bon, on notera qu'on a un canapé, un beau petit studio, bien aménagé. Hein. C'est vrai que... Et il y a même derrière une baignoire, j'ai vu une baignoire, oui, on peut les rendre en bon état, bien propre. Et même un congélateur, vraiment un beau studio bien équipé. Tout ça dans la lignée de la mise au veuvage, évidemment. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc ce que je vous propose, c'est donc le reportage de Claude Leclerc que Kevin a effectué. Kevin ? Ben oui, ça c'est l'épisode de la semaine dernière qui va être diffusé donc maintenant. Alors, dans Claude Leclerc, il y a aussi toute la question de notre radio, je trouve, puisqu'il n'a pas Internet, et je l'ai vu ce matin, et il s'est interrogé, il avait envie de s'entendre, on va l'enregistrer, et puis il va finir par l'entendre. Mais je voudrais vraiment le saluer, et parce qu'il m'a aussi convaincu de l'intérêt de ce qu'on fait, parce que c'est pas forcément facile de s'exprimer, c'est aussi une génération par rapport au fait de s'exprimer et de s'ouvrir au monde qui a encore des difficultés. Et par contre, je constate à chaque fois le plaisir et le bien que ça peut faire de raconter des histoires
Un peu de venir nourrir. Et moi, c'est une leçon aussi parce que c'est mon voisin. L'an dernier, il a très peu joué parce qu'il a perdu beaucoup de jeunes. Et tous les jours, il est dans son pigeonnier quand même. Et ouais, voilà. Chapiteau, quelqu'un d'acharné, c'est vrai. Allez, c'est parti. Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile, tous les dimanches à 15h. J'ai 74 ans. À 12 ans, il y avait déjà des pigeons à la maison. Je me souviens qu'il fallait aller à la messe parce que je faisais une communion ou une histoire ainsi. Et c'est bien qu'à ce moment-là, les pigeons rentraient tôt, 8h, 8h30. Et il me fallait aller à la messe à 6h30 pour voir les pigeons revenir, quoi. Oui. Et les 3/4 du temps, je discutais avec mes parents, quoi, que je ne voulais pas aller à la messe pour m'en voir les pigeons arriver. Donc tu as 12 ans là. 12 ans. Ouais. Bon. J'ai tout le temps eu des pigeons. Dans le quartier, il y en avait à toutes les maisons. Entre autres, où tu habites, il y avait Georges Lemaire. Et lui, il baptisait ses pigeons, c'était soit le curé, le vicaire et tout ce qu'on veut. Et il jouait très bien en pigeon. Et je me souviens qu'il y avait une bassine devant le pigeonnier qui était où tu as le, comment je veux dire, le cuve au mazout, le chaudière et tout ça là. Donc les pigeonniers étaient là et les pigeons buvaient avant de rentrer au pigeonnier, quoi. Donc j'étais papa Georges et tout ça. Et on a parfois fait un concours ici, donc sur le côté de la maison, quoi, là. Et on avait mis un constateur au milieu du chemin. Donc toute la rue, quoi, ici, jouait au pigeon. Et j'avais été les lâcher. Et comment je vais dire, il fallait venir constater à ce constateur-là. Et il y en avait donc chez Frédéric, encore plus loin, la première maison là-bas, chez Edmond Jean-Lec, comme on disait. Et de l'autre côté, chez Jules, chez toi, quoi. Et pour celui qui allait constater le premier, il se bousculait et tout le bazar, quoi. Et après, on faisait le résultat là sur. Comment je vais dire, sur le crête, quoi. Dans la rue, quoi. Dans la rue. Donc toute la rue était il y avait des pigeons partout. Et le premier pigeon qui arrive dans la rue, c'était souvent un pigeon qui était, disons, en tête, quoi. Dans le rayon, dans l'ensemble. Ah ouais. Ben, je te dis. Et après, il y a eu Eddie Bienfait, qui habitait juste au coin où est-ce que Roger habite. Et Eddie avait un mâle de trop et moi une femelle de trop. Et c'est bien, il m'a demandé pour lui avoir une femelle, quoi, ben, je lui ai donné. Et c'est de là que toute sa base de son pigeonnier est partie. Donc, lui, un qui était supplémentaire, et moi, un supplémentaire. Donc, on dit quelquefois, hein, les pigeons, que le race et tout ce qu'on veut. Mais là, le sang, il s'est accordé, et il y a eu des phénomènes avec ça. Et ça a été le base des bienfaits. Donc, tu as connu Tintigny comme un ouais, bastion colombophile. Ah, ouais. Non, Tintigny, j'étais... Hein? À Tachenay, il y avait des coulons tout partout, hein. Tu parles souvent d'une table où vous vous retrouviez... Ouais, chez Jean Leman, donc c'était le café, comment je vais dire, sur le place de Tintigny. Et là, on était une douzaine de colombophiles, donc tout le monde réuni. Et on buvait un verre à la mise en loge.
Et après le dépouillement, l'un, c'est tout parce qu'il a vous fait un beau prix, et l'autre, c'est parce qu'il a vous fait une brosse, quoi. Ouais, c'est ça. Et tout le monde se retrouvait. Et tout le monde se retrouvait. Et on était tous camarades l'un dans l'autre. Et on se prêtait des pigeons, tout le monde, l'un dans l'autre. Tandis que maintenant, chez tous des ventes et des bazars, l'un, il follow une femelle, l'autre un mâle, et ben, on s'arrangeait tout le monde ensemble. Tandis que maintenant, ça n'existe plus. Et il y avait quand même beaucoup de bons joueurs à Tintigny. Hein. Tintigny, il y avait Jean Leman, Henri Hélan, Louis Morligam, non, cliché, Maurice Bonnet, qui fait que... T'as connu du Bocage Du Bocage... Mais là, disons, eux, j'étais déjà à ce moment-là des joueurs de fond. Voilà, c'est ça. Ouais. Tandis que nous autres, j'étais, disons, demi-fond, grand maximum 400 km pour leur, cette équipe-là. Tandis qu'eux jouaient les 600-700 km. Gustave aussi, Gustave Golton, donc, qui était avec Romain, et eux ont toujours joué plus loin, quoi. Et est-ce qu'il y a un pigeon dont tu te souviens qui t'a marqué plus qu'un autre? Bah, il y a Poupette, hein, une Poupette de Gustave. Ah, ouais. Tu vois, et je vais mettre, quand Gustave donnait un pigeon à l'un ou à l'autre, j'étais tout le temps dans le descendance Poupette, quoi. Ouais. Et chez toi, dans un pigeon qui, chez toi, a fait un prix particulier, ou alors qu'il a fait une attitude particulière? Bah, ouais, disons, en 83, je crois, 83, 84, disons que j'ai fait une année exceptionnelle cette année-là, quoi. Mais à quoi j'ai dû, je n'en sais pas, quoi. Peut-être bien que j'avais la santé, chose que je n'ai plus eue par après, quoi. Mais bon, en tout cas, quand je suis arrivé, je me souviens du meunier quand même qui était. Ouais, qui était. Et le meunier, il est encore là. Hein, oui, c'est ça. Ouais. L'année passée, il n'a pas voyagé. Et cette année, je l'ai remis avec. Je l'ai racouplé il y a 3 jours ici. Et je vais le jouer avec ton bleu ici. C'est bien. Au mois de mai. Ah, mais c'est très heureux d'avoir le meunier comme concurrent. Ouais, je te dis, il va avoir le meunier comme concurrent. L'année passée, il n'a pas voyagé du tout. Cette année, il n'a pas élevé du tout. Je te dis, je l'ai racouplé ici pour moi l'avoir sur un grand jeune au Bourges. Au Bourges, voilà. Bah voilà, rendez-vous est prêt. Ouais. Mais je me propose qu'on fasse. On peut faire une photo avec le meunier? Ah. Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile, tous les dimanches à 15h. Nous revoilà donc sur Pacifique. Aïe. Nous revoilà donc sur pigeonmagazine.be, donc notre canal d'écoute, notre canal d'écoute, pigeonmagazine.be. Je voudrais dire par rapport à. Voilà, je t'en prie, vas-y. Oui. Par rapport à Claude, que donc ça c'était le premier épisode et qu'il y aura des épisodes qui vont suivre, et Claude nous parlera d'un fameux concours où René, sa chère et tendre, lui apportait le plat avec les haricots et les pommes de terre. Quand elle l'a déposé sur la table, le pigeon est arrivé et Claude a fait valser la table. Enfin, il y aura ça notamment dans le prochain épisode. Ouais, dans le témoignage des femmes colombophiles, c'est pas mal ça. Oui, c'est vrai, ce sera quelqu'un qu'il faudra inviter. René, si tu nous écoutes, on t'attend. J'ai sous les yeux le programme des nationaux qui vont arriver, et c'est quand même une révolution, je crois qu'on a déjà. Avant ça, je crois que JP devait nous raconter une anecdote avec le mariage. La fameuse. Ben oui, c'est Claude qui m'y a fait penser. Parce que, en plus, tous les gens qu'il citait dans
dans son interview, c'est tous les gens que moi j'ai connus. C'est le privilège, parfois malheureux de l'âge, mais... c'est le terreau, hein. C'est tous des gens. Moi je me retrouvais avec ces gens-là au bistrot, chez le fameux Jean Bénou. Jean Lemaine, c'était Jean Bénou, pas Jean Lemaine. D'accord. On était tous amis, et ils étaient, quand il y avait un jeune comme moi qui avait commençait à avoir de bons résultats, ils étaient heureux comme tout, c'était vraiment... Mais moi je me souviens de son anecdote à Claude, d'une anecdote semblable qui m'est arrivée. C'est déjà vieux de presque 34 ans. C'était tout au début des années 1980, c'est quand je me suis marié. Je naissais. Oui. Moi j'avais donc 17-18 ans. Je me suis marié très jeune. Et j'étais déjà coulonneux à cette époque-là. Donc on s'est marié, je ne sais plus trop à quelle heure à l'église. 14h, 15h, je ne sais plus trop exactement l'heure. Et on est allé prendre le verre de... Comment on appelle ce... Vin d'honneur. Le vin d'honneur. C'est déjà vieux. Hein. On est allé prendre le vin d'honneur au local colombophile. J'avais loué bien sûr le local colombophile de Froment. Et en logement des pigeons, c'était pas là. C'était pas au local colombophile de Froment. Donc après le vin d'honneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à la maison. Je me suis changé. Je suis allé en loger mes pigeons. Ah ouais, véridique. Et puis, je ne saurais plus dire où était le logement. Et puis, je suis revenu pour aller faire les photos. On faisait les photos dans un parc où je ne sais plus trop. Ouais, quelques huiles dans les cheveux. Ouais, c'est ça. Et donc, la soirée s'est passée jusqu'à 6-7 heures au matin. On a pas mal picolé. On est allé danser sur les tables dans des bistrots de Tournésie. Et puis, vers 10 heures, quelque chose comme ça, des petits cailloux, des petits cliquets sur ma fenêtre. C'était mon voisin qui me réveillait, les pigeons étaient arrivés. donc descendu 4 à 4, j'ai eu pas mal de difficultés à faire rentrer les miens, mais lui aussi a eu des difficultés à faire rentrer les siens. Il jouait la tête du championnat et il avait gagné la jarretière. Donc il avait gagné cette jarretière, il avait parié qu'il la mettait à l'entrée du pigeonnier, à la baie du pigeonnier, il avait mis la jarretière et ses pigeons devaient passer dedans avant d'aller au casier. Et il l'avait fait, donc il y avait une rentrée catastrophique. Oui, à cause de la jarretière. À cause de la jarretière. L'histoire ne s'arrête pas là. Bien sûr, il fallait reporter l'appareil. Et ils sont parvenus à m'embrigader dans la voiture. Donc mon voisin Johnny m'a embrigadé pour aller reporter l'appareil. Et puis là, on a de nouveau un peu bu. Je crois que j'ai avalé l'équivalent d'un bac de scotch à cette époque-là. Et puis il m'a reconduit chez moi. Dans le coffre de la voiture. J'habitais à l'époque encore chez ma mère. Ma femme se demandait où j'étais. Puis on a fini par ouvrir le coffre. Mais c'est toujours pas tout. Parce qu'il y avait le baptême du fils d'un ami, colombophile également. On est allé au baptême du petit, Jean-Claude, donc Coco on l'appelait. Et on est allé au baptême, on a encore un peu bu. Et ça s'est terminé très tard, ou très tôt, suivant le point de vue où on se place. Et puis le lendemain matin, donc le lundi, je devais aller passer mon permis. Oui. Et donc j'ai enfourché ma bicyclette, et j'avais quelques petits ennuis digestifs en allant... Comme le petit poussé, tu semais sur ton passage. Je semais pas, je poussais sans semer. D'accord. Mais il y a eu, arrivé presque au contrôle technique pour passer le permis, eh bien, il y a eu une poussée un peu plus violente que les autres, et j'ai commencé à semer. J'ai dû faire demi-tour, j'ai pas pu passer mon permis ce jour-là. Donc, on le voit, des histoires. Oui, mais c'est quand même, c'est ton mariage, donc ça a été marqué le séjour d'un bon souvenir. Tu t'es fait des beaux souvenirs. Alors, je ne sais pas si c'est le mariage qui m'a marqué, mais c'était assez épique. Mais je pense que c'est vrai, quand on entend Claude, et que je t'entends, c'est le terreau. Et je reviens sur ce que je disais avant, sur pourquoi je pense que le monde colombophile ne va pas mourir. Et c'est qu'en le faisant, moi, je ne suis pas de Tintigny, je ne suis pas de Tournésie, je suis grandi à Bière. Et en faisant les pigeons, en arrivant et en faisant les pigeons, de la même manière qu'on construit sa race avec ses propres pigeons au fil des années, j'ai l'impression qu'on est obligé de se remettre en contact avec ce terreau-là, obligatoirement presque. Oui, mais malheureusement, de cette glorieuse époque, il ne reste presque plus rien, plus personne.
Et c'est ça qui est... On a un peu du mal à retrouver ces bases dans tout ce qui faisait le terreau auparavant. Ouais, je me pense même les formes de l'amusement. Il y a des choses, d'un point de vue sécuritaire aussi, c'était pas la même chose. On avait moins peur, j'ai l'impression, il y a une trentaine d'années. Il y avait déjà moins d'alcotest sur la route, certainement. Ouais, il y avait peut-être moins de... Est-ce qu'il y avait-il moins d'accidents? Enfin, je pense que le fait d'aller dehors, dans la rue, Claude me disait ce matin que même quand il y avait des travaux ou quoi, c'était assez simple de réunir des gens du quartier pour que tout le monde s'y mettait. Et on faisait peut-être la télévision, je me suis dit ça aussi. Il y avait aussi la proximité, hein, parce que moi l'histoire, quand je jouais à Villemot, on était à une vingtaine sur un petit carré de 1 km peut-être. Ouais. On était plus de 20 amateurs à jouer, donc ça c'était énorme. Et c'est vrai que par-delà la concurrence, le jeu aussi oblige à une solide. Il y a même des gens, moi j'ai connu Jacques Depluy et Paul Bouchard, qui ont été l'un à côté de l'autre au local colombophile pendant des années et des années, et qui, dès qu'il y en a un qui allait pisser, l'autre parlait sur son dos. C'était mais une espèce d'amour-haine, mais solidaire. Et je pense qu'il y a ça aussi. L'un va vacciner chez un colombophile qui est dans le besoin, l'autre. Il y a quand même... C'est là. Un colombophile, même si on le déteste, on le reconnaît comme, quelque part comme nous parce qu'il est aussi colombophile. Il y a encore des histoires, de belles histoires, des gens qui aident les autres. Hein. Je prendrais tout simplement ton papa qui t'occupait à aider un ami qui a eu de graves problèmes cardiaques. Et je crois que ton papa et un autre amateur vont le voir tous les jours pour pouvoir l'aider. Donc ça existe là, encore. Mon papa qui a joué à Ouillère pendant des années, qui est à Rhume depuis 4 ans, je crois, c'est aussi... qui est à côté de Charles, il y a Rudy qui s'y met, c'est tout d'un coup, il habite un peu en retrait comme ça, parfois je regarde ça de loin, il y a les volets de tout le monde qui volent, c'est un peu, on dirait encore, et je pense que dans ce village de Rhume, Tintigny-la-Glanerie, il y a un côté mais la question qu'on pourrait se poser plus ouvertement est, est-ce que l'amitié qu'on trouvait avant n'était pas due au fait que c'est tous les gens d'un même quartier, d'un même village qui jouaient ensemble. Maintenant, on joue, le voisin le plus proche ou copain de club peut habiter à 10 ou 12 km il n'y a pas de rapport. Moi, chez nous, là je parle que chez nous, je ne connais pas vraiment. Il y a toujours un colombophile quelque part quand même. Oui, mais on entre alors dans le cadre des concours à rayon plus large. Moi, le terreau vitessier, avant, était l'apanage de quelques villages, oui, un ou deux villages. Un café avec l'inscription de c'est ça, un café qui était connu. Le foyer comme ça. C'est ça. Mais, par exemple, comme Claude Leclerc le disait, il y avait le fameux lundi où tous les coulonneux se retrouvaient après la bataille du dimanche pour faire un peu le bilan, mais surtout pour boire un verre ensemble. Oui, mais ça, je trouve ça vraiment essentiel, même à la qualité mais du jeu. On voit plus ça à l'heure actuelle, hein, c'est totalement impossible. D'ailleurs, les cafés ont été répliqués aussi. Je pense qu'à la rue du Sentier, à Rhume, je ne sais pas combien il y avait de cafés. Mais avant, Je crois que la télévision a fait mal à tout ça. Mais les cafés, auparavant, ils donnaient de l'argent. Les tenanciers de café donnaient de l'argent pour pouvoir avoir une société colombophile chez eux. Ceci dit, ils ne lâchent toujours pas facilement leur société colombophile aujourd'hui. Moi, j'ai connu la société des Plochins. On a pleuré auprès des cafés du village pour pouvoir y rester. Ils ne nous ont pas acceptés. On était obligés d'émigrer à Froment. Et la solution là n'est-elle pas pour les colombophiles d'arriver à s'assumer et de pouvoir donc engranger les bénéfices des c'est ce qu'on pourrait imaginer dans le cadre des concours nationaux, des concours et même des concours internationaux. Si on fait la demande auprès de la ville de Tournai, est-ce qu'on ne pourrait pas recevoir un local, recevoir quelque chose en tant qu'association? On en donne bien pour le football, on donne pour toutes sortes, qu'on pourrait gérer nous-mêmes et lesquels pourraient générer un bénéfice. Et peut-être retrouver plus de convivialité, parce qu'une fois dans un local ici ou dans un autre local, c'est pas toujours la meilleure façon pour pouvoir se réunir. Par exemple, on va prendre le local chez nous à Tournai. Bon, il n'y a pas vraiment... on sait bien boire un verre avec l'un ou avec l'autre, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de se regrouper
Je vais découvrir cette année, très, très vraisemblablement, mais je ne connais pas du tout. Mais je veux dire que ce n'est qu'un bistrot, quoi. Ouais, Il n'y a pas de local spécifique ici, on a logé Pigeon dans une autre pièce, mais on se retrouve avec d'autres, et forcément la place est restreinte dans ce genre de local, et ça n'est pas pour encourager le fait d'y rester. Quand le bistrot est plein, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va au comptoir et puis partir, c'est tout. Bah oui, et il y a aussi la question envisagée du point de vue économique, quand même. On voit en Flandre, il y a plusieurs exemples, notamment une société qui marche très très bien, qui s'accroît chaque année, qui est indépendante et qui paye pratiquement 80% des mises obligatoires de ses amateurs grâce aux revenus du café, et je crois que leur café est ouvert toute la semaine. Ben oui, mais si on ne veut pas chercher une solution de ce côté-là par chez nous, ben, cet argent-là ira toujours à d'autres personnes que... En tout cas, culturellement, apparemment, ça a l'air plus difficile en Wallonie de passer outre le tenancier du café qu'en Flandre, où apparemment c'est plus simple. Ouais, a-t-on déjà essayé seulement? Oui, hein, je crois que il y a 2 ans de ça, ici dans la région, donc sur Antoine, dans l'entente, on avait essayé de faire un logement unique à Bruyères, qui finalement, donc, on avait 5 sociétés, et finalement, je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont joué le jeu, donc Colin et Antoine, et qui en logent donc à Bruyères dans un logement unique. Mais finalement, les autres cafetiers n'ont pas suivi et on voulait garder un petit peu leur chapelle. Bah, on peut les comprendre aussi, ouais, hein, c'est logique. Mais il y a toujours une chose qui frappe, c'est le fait que les colombophiles pensent toujours aux autres et finalement ne pensent jamais à eux d'une certaine manière. Il y a ça, ce fait de se prendre en charge. Quand tu dis l'a-t-on déjà fait, c'est ça qui me vient à l'esprit. Je sais aussi les colombophiles qui, dans leur nature, s'occupent de leurs pigeons et après, c'est déjà tellement prenant, c'est parfois difficile de s'engager plus et d'avoir un engagement plus global. Mais ça sera obligatoire, je pense. Ben, pour retrouver la convivialité, il faut tout de même qu'on ait un local qui puisse... Moi je pense que le tenancier a une responsabilité, il accueille les colombophiles, il fait de l'argent sur les bières qu'il consomme. Le tenancier, au niveau de l'ambiance, c'est important aussi. Quand je connais des cafés où comme tu l'as dit, on dérange presque, et ça, c'est le plus court chemin pour arriver à un colombophile qui va au café avec les pieds de plomb. Je crois que les tenanciers là-dessus, sur l'ambiance, le cadre, l'accueil, le physique même, hein, c'est pas forcément un feu d'artifice ou des petits pains, hein, c'est simplement le fait de prendre qu'il y a un regard vraiment sur ce que ça fait vivre. Par le passé, beaucoup de cafés avaient une salle qui était réservée uniquement aux colombophiles lors des enlogements et dépouillements. Hein. Oui, c'était le cas à Fromont, c'était le cas à Éplechin. Il y a un bureau d'enlogement où on fait des barbecues et je pense qu'il y a un monsieur qui... À Tulin, c'est ici, plus près d'ici. Je ne crois pas, je n'ai pas le souvenir. Mais je sais que sur Tulin, c'était fréquent, hein, dans les grands enlogements, Bourges par exemple, tous les enlogements à jeunes, des concours nationaux, ouais, c'était barbecue. Oui, j'ai accompagné Robert Calonne il y a quelques années. Robert Calonne jouait là-bas, il y avait aussi une certaine ambiance. Je crois que c'était important. C'est le borinage, c'est un petit peu différent. Maintenant, c'est certain, il ne faut pas vouloir coquifier les patrons de bistrot, c'est pas le but de nos propos non plus. Hein. Soit on avance ensemble, enfin voilà, c'est comme ça. Il faut c'est quand même important. Je pense que même dans le développement technique de l'accueil, quand on parle de nationaux, je pense que le développement technique est important. Dans la Wallonie a encore du retard. Je pense que data technologie, ou en tout cas l'informatisation c'est bien. Elle est là partout. Elle fait partie aussi de la colombophilie moderne, avec tous ses défauts. Hein, mais un autre point essentiel, peut-être en cas de local qui appartiendrait aux colombophiles, peut-être le coût des boissons pourrait être revu à la baisse, parce que payer une tournée dans un bistrot, maintenant, tout à fait. Et ça aussi, le sport colombophile coûte déjà. Et souvent, on va couper là où le superflu. Et le superflu, c'est parfois
la convivialité, justement, s'arrêter pour prendre un verre, c'est vrai, c'est vrai. Alors il y a deux solutions, soit on maintient le prix des consommations et l'argent récolté est répercuté sur les mises obligatoires, sur les participations aux frais, soit comme tu le dis, on baisse les consommations, et enfin voilà, ça c'est un truc à... Travailler pour soi. Et qu'il y ait au moins une transparence et une lisibilité aussi du colombophile. Parce que je pense que le colombophile, c'est une passion, et passion vient du mot patior, souffrir en latin. Il est capable de donner beaucoup, mais et donc du coup il va quand même payer ce qu'il faut pour ses pigeons quand il est engagé dans la saison. Et ce serait bien aussi que du côté des autres acteurs, il y ait aussi un retour. Je crois que c'est vraiment important, même une transparence, se dire tiens quand même. Mais d'un autre côté, on ne voit jamais de vente faite par une quelconque association ou un souper ou un repas fait pour apporter de l'aide à la colombophilie, alors qu'on voit que la colombophilie apporte énormément d'aide, que ce soit pour les associations caritatives, pour des... Oui, tout à fait. Il y a plein de causes qui sont défendues et auxquelles les colombophiles apportent leur obol. Donc, mais je pense qu'un joli but pour une association caritative, c'est le soutien aussi aux jeunes amateurs. Je pense que c'est vraiment, c'est aussi l'espoir que j'ai, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs du monde colombophile. Au niveau de la transmission du virus, c'est pas forcément intrafamilial, ça peut venir, ça peut se croiser de plus en plus, mais ils ont besoin d'être soutenus, je pense, ils ont besoin d'être soutenus. Et ça demande du temps, et ça demande du temps. Ouais, et du temps et de l'argent surtout. Donc, ouais, ouais. Pourquoi l'argent qui est généré par ce que la buvette pourrait rapporter ne pourrait-il pas servir à ce genre de... Oui, c'est ça, c'est l'électronique. Ça peut être aussi ça peut être l'électronique, ça peut être participer à... La Frégate, je crois, justement, offre la licence aux jeunes amateurs pendant 1 an ou 2, je crois. Plus d'un an, je crois qu'ils donnent les mises obligatoires gratuites à leurs amateurs. Maintenant, je ne sais pas combien il y a d'amateurs. Non, en tout cas, je pense que n'importe quelle initiative qui vient des colombophiles, même l'organisation, on entendait Claude tout à l'heure qui parlait d'un concours qu'ils avaient organisé comme ça, mais je pense que n'importe quelle initiative d'un colombophile, n'importe laquelle, même si elle n'arrive pas à son but, il faut, parce que parfois il y a des gens qui ont envie et qui se heurtent à des impossibilités ou à des mauvaises humeurs et qui abandonnent. Je pense que n'importe quelle de lesquelles ça doit être soutenu parce que c'est une envie de protéger son sport, protéger son monde dans lequel on s'investit et ça c'est précieux. Il faut vraiment... mais alors on pourrait peut-être, non pas exiger, mais attendre des retombées, mais des retombées dans le sens où on peut avoir des nouvelles de ce genre d'initiative. Donc Dimitri parle de la Frégate qui parraine des nouveaux amateurs. Ben, ce serait bien qu'on puisse voir quelque chose qui dit tiens, tel et tel amateur a pu découvrir la colombophilie, mais ça on ne voit pas non plus. Mais ça on peut faire le lien aussi. Hein. S'il y a des jeunes colombophiles qui nous écoutent, on a, nous, des colombophiles confirmés qu'on côtoie et qui soutiennent, qui sont des espèces de bibliothèques vivantes et de références. Je crois qu'il y en a qui aiment ça aussi. Je crois qu'il y a des amateurs plus anciens qui aiment avoir un regard qui n'est pas forcément celui de tu dois faire ça, mais qui est juste une espèce de confiance sur des choses de base. Savoir que les actions sont faites dans un but et que le but est atteint, c'est déjà important aussi. Transparence. Transparent, oui. Et d'aider également les jeunes qui démarrent, en quelques jeunes. Je crois que c'est aussi le cas de la Frégate, justement. Mais je ne dis pas que la Frégate n'aide pas les jeunes. Qui offre, je crois, 5 jeunes pigeons comme ça par amateur, avec un genre de parrain. Oui, mais on n'en voit pas de traces. Non, c'est vrai. Ça mériterait d'être souligné. Et peut-être que ça pourrait inciter d'autres sociétés à faire de même, donc à se bouger pour pouvoir... Dans le même ordre d'idée, on a rencontré Ishtor, l'association Ishtor, et Hector. Et je me disais que ça pouvait être intéressant aussi d'y retourner aussi, parce que d'un point de vue pédagogique aussi,
comme je le disais, dans ce rapport à la nature, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Là, elle nous parlait d'enfants autistes qui retrouvaient une forme de sérénité, le temps qu'ils passaient. Mais la colombophilie a essayé d'être introduite dans les écoles, mais je ne pense pas que la bonne façon a été utilisée. Parce que payer un pigeonnier, le mettre dans le fond du jardin de l'école et obliger tel et tel à aller soigner les pigeons tel et tel jour et tel autre un autre jour, je ne pense pas que c'est la finalité. Il faudrait peut-être se baser sur ce que font les associations qui sont proches de la nature, comme les apiculteurs ou les gens qui s'occupent des rapaces. Il y a une association à Moucron qui s'occupe très bien de ça, qui marque très fort les enfants. À Tournai, il y a les Amis de la Terre aussi. Je pense qu'ils font des ateliers nichoirs, des balades naturelles. Eh bien, si on parvient à les faire s'intéresser à des vers de terre, il y a des petits oiseaux qui volent dans le ciel, on pourra encore mieux les intéresser à des oiseaux qui vont rester. Moi, j'ai toujours un sentiment mitigé quand je vais, par exemple, à Fugard. Ouais. Fugard, on a l'impression que les colombophiles sont satisfaits de ce qu'ils font entre eux. Ils sont satisfaits du sort qu'ils se donnent et des suites, mais ils ne s'ouvrent pas sur les autres. Parce que qui, en dehors des colombophiles, va là à Fugard et pourquoi? Il n'y a aucune raison, il n'y a personne qui est invité. D'ailleurs, quand on visite le salon, on est frappé par ça, à part les enfants de Suzy Hector, qui sont là sur le salon, il n'y a rien qui leur est dédié. Il n'y a pas un château gonflable, il n'y a rien. Pourquoi ne pas faire, on a maintenant comme le One Loft à Nevele ou ailleurs, une espèce de compétition, et Internet se prêterait à merveille à ce genre d'initiative, c'est-à-dire faire une compétition, contacter les écoles, et donner la possibilité aux écoles de suivre leurs pigeons par Internet. Chaque enfant parrainerait un pigeon. Parrainerait un pigeon, suivrait, et comme on l'a vu, Suzy nous l'a dit, il y a la géographie, il y a tout, il y a les sciences, il y a tout ce qui peut être lié à l'enseignement, qui peut être étudié par le biais du pigeon. Et le rendez-vous final serait à Fugard, où les enfants seraient tentés d'entraîner leurs parents pour aller rendre visite aux pigeons en chair et en os. Je vais te dire, JP, parce que c'est dans le cadre du spectacle Pigeon que je vais essayer de jouer, enfin que je vais jouer, c'est sûr, j'ai eu un peu ce genre d'idée-là, parce que je vais dans différents coins de Belgique et en Flandre, à partir de fin de ce mois-ci. Tu as presque eu l'idée, mais tu ne m'avais pas encore parlé de ça, donc voilà, maintenant. Oui, non, mais c'est pour te dire, c'est que la fin ne sera pas à Fugard, c'est aussi, ça peut-être, ça doit venir ailleurs. Mais c'est ça l'important. L'important, c'est de faire découvrir, c'est de donner une finalité. En plus, je crois qu'à Fugard, c'est aussi, la saison arrive, il y a quelque chose de très inter-colombophile sur les produits, les innovations, c'est très aussi, tout le monde est très sur comment déjà arriver à... Oui, mais je ne sais pas si tu as vu la taille des halls à Courtrai. Mais c'est ça, c'est que la colombophilie n'est pas que les grosses firmes qui ont le monopole des formes qu'a la colombophilie. Et donc c'est une espèce de répétition ouverte, donc on répète le théâtre, les enfants et les adultes ont convié à voir une répétition, et comme dans le spectacle J'ai des pigeons et je parle de colombophilie, on est en train d'inviter des amateurs de colombophilie qui viennent également, et ce que j'avais envie de faire, c'est d'arriver à installer un petit pigeonnier pas très loin du théâtre, et avec les associations, donc le théâtre Le Manège à Mons, que des enfants de notre parcours puissent parrainer un pigeon et de faire une espèce de repas lors des premières du spectacle, et où on assisterait. Mais tout ça est très logistiquement parlant, c'est toute une entreprise, mais des premiers retours que j'ai, c'est que ça marche. C'est que quelqu'un qui ne connaît pas le sport, en tant qu'amateur colombophile, je crois qu'il faut se dire quelqu'un qui ne connaît absolument pas ce qu'est le jeu, le veuvage, le machin, tout ça. C'est simplement un être vivant qui tourne et qui revient chez lui, quoi. Il y a une espèce de magie totale de l'enfant à voir cette chose qui arrive et qui incarne l'amour de chez lui. C'est une leçon
vraiment. Parfois, on est tellement, nous, sur la compétition, sur tatati tata, qu'on oublie le miracle que c'est, l'énigme, le mystère. Mais c'est pour ça, et la Belgique se prête à merveille à ce genre d'initiative, parce qu'on voit le grand loft à Nevele, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas moyen soit d'en rajouter un petit bout, ou alors d'en dédier un petit morceau, une petite aile à ces colombophiles, donc cette colombophilie liée à l'école, et donc un premier rendez-vous là. Parce que ça peut être des photos, on avait imaginé aussi qu'il y ait des photos du pipan qui naît, ensuite qui est bagué, qui commence à tourner. Mais avec internet et les webcams et tout ce qui s'ensuit, il peut même y avoir une webcam en permanence dans le pigeonnier. Je pense que le focus sur le pigeon, là, l'année qui arrive, l'année prochaine, il y a le film de Yolande Moreau qui se passe dans un local colombophile et qui est vraiment le portrait d'un tenancier joueur colombophile. Il y a aussi, quand nous avons fait le reportage chez Kevin Drewer, il nous a parlé de la RTBF qui va organiser des défis avec des confrontations entre avec une personne lambda, par exemple un facteur contre Philippe Gilbert, et il y aura des pigeons contre des Ferrari ou des Porsche, enfin une grosse voiture avec un... Donc il y a, je crois que le monde extérieur, comme ça, et on a tout intérêt, nous, colombophiles, à participer à Mais justement, et on a toujours fait l'erreur jusqu'à présent, c'est de se confiner et de se recroqueviller sur nous-mêmes. On n'a jamais... on va prendre l'exemple du DVD que la Fédération française a fait il y a plusieurs années, un formidable DVD, très bien fait, bien ficelé. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce DVD? On l'a proposé aux amateurs colombophiles, qui pouvaient l'avoir en le payant, et qui eux-mêmes pouvaient le faire voir, visualiser dans leur société. Ça ne mène à rien du tout. Absolument rien du tout. Je n'ai pas du tout connaissance de ce DVD d'ailleurs. Ben non, mais aussi bien fait que ce soit, ça doit être dirigé vers l'extérieur, mais pas vers la colombophilie elle-même. Ça ne sert à rien de se regarder le nombril, de faire des belles choses pour nous. On reparle de Fugard, on dit un succès grandissant. Mais Fugard, dans le contexte qui est le sien actuellement, on est déjà quasi à saturation au niveau, on n'ira pas plus loin au niveau des exposants, une centaine d'exposants, on n'en aura pas plus, peut-être moins, alors on n'aura pas plus de visiteurs, on n'ira pas en croissance, ce n'est pas... mais c'est déjà énorme. Quand je vais à Fugard, je pense à Charles Cuvelier qui n'ira jamais à Fugard de sa vie. Je me dis que si Charles rentre et voit tout ce qu'il y a autour du pigeon, il a sa casquette. Oui, d'accord, mais il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de se dire que ce genre de manifestation est bon pour nous, pour la colombophilie, mais qu'elle ne nous apporte rien. Oui, mais moi j'ai envie de dire qu'il y a plein de colombophiles qui ne vont pas à Fugard et qui sont tout autant colombophiles que les autres. Et il y a une colombophilie, je la sens, elle est là, au-delà des grosses firmes, au-delà des ventes, au-delà des gens qu'on voit toutes les semaines dans les reportages. Elle est là. On n'en parle pas. Il peut y avoir beaucoup de frustration sur une zone intermédiaire de colombophiles qui voudraient être dans les revues et jouer très fort et qui ne jouent pas assez fort. Mais la force colombophile, elle est là. Et comme dans tout ce qu'on vient de dire là, on parle d'ouverture et tout ça, elle doit se transformer. Elle doit se transformer. Et je crois qu'on doit comprendre, ce que je suis en train de comprendre, que ce n'est pas parce qu'on s'ouvre à l'autre qu'on va se faire voler par l'autre. Ce n'est pas parce qu'on dit, on raconte, on partage sa colombophilie qu'on donne tous ses secrets et que l'autre va nous piller. Mais ça, bon, il y a quand même une grosse évolution qui a été faite à ce niveau-là. Hein. On n'a plus, on n'aurait pas, il y a 30 ou 40 ans, on n'aurait pas su inviter des Damien Barthes, des Cazard et compagnie. Tout à fait, ces gens sont beaucoup plus ouverts que par le passé. Et on voit qu'ils ne font que... Je ne parle pas des personnes en elles-mêmes, hein, mais des colombophiles. Moi je vois Damien, il s'ouvre, je trouve, de plus en plus, chaque année un peu plus, et il est, je crois, de plus en plus fort. Donc c'est ça. Je pense même qu'il y a tout intérêt. Et moi, quelque chose qui me guide dans les constructions de cette radio et tout ça, c'est la phrase que tu as dite à Fugard, qui disait que, de Émile Denis, qui disait que Fugard, c'était l'endroit où on se retrouve et on prend de la force pour toute la saison. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc, pour garder la niaque en tant que colombophile,
Il suffit qu'on ait une journée un peu moins bonne au colombophile et tout ça, on traîne les pieds un petit peu, et puis tout d'un coup on croise un autre colombophile et qui nous dit, et parce que tout est motivant, on nous dit « Wow, les jeunes, ils volent terrible », et on se dit « Mon Dieu !» Et le lendemain, on retourne dans son colombier et on essaye de faire voler ces jeunes, et l'autre est important, même si c'est un truc qui se joue tout seul, la motivation, elle vient des autres aussi. Notre rapport à l'autre. Oui, mais comment... ça c'était le point de vue d'Émile, mais on a eu aussi les points de vue de Frédéric, on a eu le point de vue des jeunes... Oui, mais Frédéric Becken ne va pas au local, il ne va plus, il n'aime plus ça, mais dès qu'on lui pose une question, dès que je le croise, je me rappelle il y a 3 ans j'avais logé des pigeons à Bouriel justement, et j'arrivais comme ça et très vite très vite ça s'allume comme ça, on parle de 2-3 trucs, dans son œil ça s'allume et c'est pas mort. Peut-être que le local est difficile pour un tas de raisons, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a un enjeu économique, parce qu'il y a toute une série de choses, mais la flamme de rencontrer un autre colombophile et de dire ta et puis dire, enfin voilà, elle est toujours là. Oui, ça c'est certain. Je crois que c'est plus difficile à assumer comme ça au local. Il y a aussi le moment dans le logement est de plus en plus tendu. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gros joueurs qui sont devenus des joueurs nationaux. Et le moment où moi, à Leuze, quand Damien, en 2010, quand Damien a fait le premier national à Argenton, il y avait un silence dans le machin. C'était terrible, parce que tout le monde savait que Damien pouvait faire le premier national, et il l'a fait. Mais il y avait un vrai silence. Les gens, devant lui dans la file et derrière lui dans la file, laissaient 45 cm. Ouais. Parce que ça brûlait. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça que je crois il peut y avoir une très grande différence entre un amateur qui arrive et qui se dit « Bon, est-ce que je les mets non, bon allez, je vais aller les mettre », et Damien qui arrive avec un panier qui brûle. Enfin, c'est là où on doit faire des ponts. Enfin, moi, je pense... Et Damien n'est pas le dernier à faire ces ponts. Il peut très bien aller prendre... Moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, il ne me connaissait pas et il m'a interpellé parce qu'il ne me connaissait pas. Mais Damien est toujours prêt. D'ailleurs, j'ai eu un petit problème cette semaine. J'ai pris mon téléphone et je l'ai sonné. Et tout de suite, il nous donne la solution de par son vécu. Il dit ce qui se passe chez lui et comme ça, on peut trouver... C'est ça. C'est pour ça que quand on parle de vin et tout ça, et de colombophilie, on fait des pigeons, on fait des pigeonniers, on fait des méthodes de management, des soins de soi. Et c'est ça. C'est vraiment la culture dans sa sens premier du terme. C'est aussi une affirmation de quelque part sa puissance. Ne pas avoir peur de divulguer ses secrets parce que se sachant suffisamment costaud que pour encore battre ses adversaires. Parce que je pense, j'ai beaucoup réfléchi à ça, je pense qu'il est tout à fait conscient que la colombophilie se joue tous les jours et qu'on peut avoir à résoudre des problèmes et tout ça, la victoire, la grande forme, ça se joue tous les jours et ça même à un niveau égal, ça se joue toujours sur un détail ou l'autre. L'étincelle prend chez Grégory, mais c'est des années de construction et je pense qu'il est aussi, on l'a rencontré, on le sentait, il est aussi sûr de ce qu'il a construit au fil des années, tant dans ses installations que dans ses pigeons. À titre indicatif, quand je l'ai téléphoné il y a donc 2 ou 3 jours, il était encore en train de retourner un pigeon. Oui. Donc c'est un travail constant. Toujours une remise en question. Constant. Et c'est pour ça que... Et chez l'autre, il est très attentif à ce que l'autre, n'importe qui, s'il entend une manière de faire un peu anormale et tout ça, mais qui lui pose quand même question, parfois il la rejette tout de suite parce qu'elle est complètement... absurde, ouais. Mais par contre, si ça éveille son curiosité, il va. Même chose sur les pieds. Et donc, la curiosité, l'ouverture vers l'extérieur, et non pas se regarder constamment le nombril, c'est aussi un chemin vers la puissance, vers la sérénité. Il doit être plus que quiconque d'autre conscient qu'il a besoin finalement des autres pour être premier. Il ne sait pas être premier tout seul. Pour moi, Damien, c'est un organisme vivant qui fonctionne en colombophile. Tout son organisme fonctionne colombophile. S'il a, pour améliorer ses prestations, son organisme colombophile a besoin de s'ouvrir, a besoin de faire il le fera. C'est vraiment sa nature première, je pense. Mais il y a un humain aussi derrière. Quelqu'un au grand cœur. Je pense qu'un humain qui est en contact très précis avec la nature
et devient un bon humain. Moi j'ai l'impression de ça. Ouais, sans doute. Sans doute. Alors je vous coupe quelques secondes, je crois qu'on va écouter donc toujours le coin des anciens, on va écouter donc Charles Quevelier pour le dernier chapitre malheureusement de son interview, mais il y en aura certainement d'autres. Et maintenant je voudrais que tu me racontes ce que tu penses de l'évolution du sport colombophile depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant. Depuis 2-3 ans, ça dégringole. Je ne dis pas, mais dans chaque an, on n'a plus de colombophile en Wallonie. C'est parisien. Mais on peut voir les jouer en France. Tu ne crois pas qu'elle est en train de se transformer mais qu'elle ne va pas disparaître? Moi j'ai l'impression qu'elle se transforme mais qu'elle ne va pas mourir. Quand même des jeunes qui s'y mettent. Ouais, mais ça coûte cher, hein. Mais on vend plus. Enfin, les colombophiles vendent plus. Ouais, mais il y a des gens m'ont convaincu, hein, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que tu veux pas non plus. Non. Mais tu veux pas vendre de pigeons. Non. J'ai un montant de les tuer que de les vendre. Et pourquoi? Pour pas que les autres jouent avec tes pigeons. Oh, ok. Imagine d'avoir dans ta pêche. C'est vrai. Je l'ai donné à Joël. Et il a un de chaque couple. Il est encore un peu plus coupé, hein. Donc j'ai une femelle de Joël sur le Montélimar. Donc j'ai donné les deux à choisir. Il a pris une balle. Ouais. Tu sais que depuis 4 ans, je n'ai qu'une femelle de lui. L'année passée, j'ai une femelle et je n'ai plus léché pour lui parce qu'au bas, je ne la vois plus. Elle s'en allait pour rentrer ailleurs. Du soir, quand je le laissais partir, il revenait 1 heure après les autres. Et j'ai plus le léché pour lui. Alors, je vais le recoupler sur un frère au Montélimar. Donc le Montélimar, tu as eu beaucoup de frères, hein, d'un même couple. Ah ben, ils sont à peu près tous. Ouais, c'est Il ça. en a 8, 7. Mais il n'a plus 7, il a un père de tuer. Je l'ai tué un qui esquintait tous les autres. Et il y a des grandes chances que je dis qui m'a esquinté le manteau bon. Chaque plume il était haut. Un batailleur. Ah ouais. Mais c'est déjà des batailleurs, hein, je pense. Ouais, ils sont pas tendres. Ils ne sont pas tendres. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui commencerait à jouer à pigeon, à faire attention à quoi? Ben, ne pas vouloir en avoir trop tout d'un coup. C'est là. Il ne faut pas vouloir d'avoir des quantités, il faut avoir une. Et aller tout doucement. Ouais, pas être débordé, quoi. Ah ouais, parce que si tu vas avec un panier comme ça, alors là c'est fini. Hein. Donc mettre peu de pigeons, sélectionner beaucoup. Sélectionner. Garder que la crème. Et au niveau des humains, qu'est-ce que, par la manière dont on jouait peut-être avant, et la manière dont les colombophiles se rencontrent, et le local, tout ça, est-ce que tu peux... Je ne peux plus boire, donc. Avant, j'ai revenu encore avec une petite prenne, mais à ce temps, non. Non. C'est déjà revenu, t'as déjà fêté des... Oh. Avec les copains, quoi. Ouais, t'as. Et quand un jour en Belgique, tu sais, j'ai pouvoir jouer en Belgique, hein, mettre 6 pigeons et oublier d'un marqueur, hein. Ouais, ça arrive en même temps. Tout ça.
Et après, je me suis fait rouler parce que celui qui m'a donné le couple de blanc, c'était du château, hein, il est mort. Eh ben, il me roule, hein, parce qu'il rentre comme des voleurs. Ah ouais. Et est-ce que tu as un mauvais souvenir à cause du sport colombophile, un truc qui est... Quand tu perds un de tes meilleurs, c'est un mauvais souvenir, hein. C'est déjà arrivé? Ah ben attends, l'année passée, j'ai regretté. Je regardais toujours s'il n'est tout parvenu, hein. Le blanc. Le blanc. Ouais, le blanc, oui. J'ai un jeune qui va, hein, tchao. Mais il avait quel âge, le blanc? Ah ben, il était de 2006. 6 ans. Je toute dernière année. Et je l'ai supprimé un. Là, c'était pas la même race. C'était un qui descendait d'un mâle à Michel Brasseur. Mais il n'était pas bonheur à cette. Il me tout dit dans le cul. Il n'a qu'à Bordeaux, j'ai dit qu'à tomber premier. Et le Montélimar, quand j'ai été ouvert le trap, ils ont rentré tous les deux. Et n'ont pas pris, tout trop tard. Mais on a eu un sale Bordeaux. Hein. Ouais. Bon, de cul formidable. Non, alors, j'ai pas des pigeons votre cul. Hein. Non. Faut... Ouais, faut monter l'imar quand il a fait le tour là. Là, il faisait dur. Hein. Dur et chaud. Dur et chaud, c'est ce qu'il faut. Et le même année, il a fait Cahors. Hein. Ouais. Il fait le troisième. C'est Joël qui a fait le premier à tourner. Ouais. Et après, c'était... Ton papa a eu des pigeons, celui-là. Il a fait le deuxième, mais j'ai fait le troisième. Ok. Est-ce que tu leur parles à tes pigeons? Non. C'est un défaut que j'ai. Tu trouves que c'est un défaut? Oui. Je ne parle pas assez à mes pigeons. Du coup, ils sont sauvages. Ouais. Mais tu n'y arrives pas. Tu as déjà essayé de leur parler, mais non. Je parle pas. Tu en as parlé à une bête. Tu ne sais pas parler à une bête. Bon, voilà donc sur l'antenne de Pigeon Magazine en air, donc je vais faire de lapsus et vous dire des bêtises. Donc pigeonmagazine.be. Donc voilà, nous venons d'entendre Charles Cuvelier donc pour le dernier passage que nous lui avons consacré. Donc les jeunes volent déjà fort hein. Chez Charles Cuvelier, ça lâche tous les jours et ça part déjà. Hein. Ok. Bah, là on arrive au terme de l'émission, donc ce que je te propose, Kevin, donc, c'est de faire notre petite météo colombophile. Kevin, donc. Voilà, c'est parti pour la deuxième partie de cette météo. C'est un rêve d'enfant de pouvoir réaliser la météo colombophile, alors qu'il fait toujours très beau pour l'instant, et que je suis sûr que des amateurs ont encore lâché les différents pigeonniers. Alors, nous reprenons nos prévisions à partir de mercredi. Donc, lundi et mardi, les températures continuent à augmenter. La nébulosité, donc on l'a dit, à partir de lundi, dans la soirée, arrivera par chez nous. Et alors, à partir de mercredi, nos régions resteront sous l'influence de courants maritimes perturbés ou instables du secteur sud-ouest. Ça y est, le vent de sud-ouest arrive. On va quitter pour un temps ce vent que moi j'aimais beaucoup. Et on va retrouver ce vent de sud-ouest associé à une vaste dépression qui se déplacera de l'ouest des îles britanniques vers la mer du Nord et la Baltique. Je ne sais pas s'ils ont des pigeons en Baltique. Oh, si, certainement. Hein. Enfin, la nébulosité sera généralement abondante avec des périodes de pluie prolongées ou d'averses entrecoupées de brèves éclaircies. Donc comme je le disais tout à l'heure, il va encore falloir jongler pour parvenir à faire voler correctement les pigeons. Les températures deviendront un peu plus douces. Les maxima varieront entre 7 et 9 degrés en Haute-Belgique et 11 à 13 degrés ailleurs.
Le vent du secteur sud-ouest sera modéré et temporairement assez fort. Pour le prochain week-end, et amis colombophiles, c'est ça qui nous intéresse, le temps pourrait s'améliorer temporairement malgré un risque de précipitation. Le temps devrait donc s'adoucir progressivement sous un vent modéré de secteur sud. Donc un vent facile annoncé pour la semaine prochaine. Par contre, c'est encore incertain. Alors avec cette petite phrase qui me donne de l'espoir, le temps pourrait s'améliorer temporairement. On pourrait imaginer que ça puisse passer la semaine prochaine. Voilà. Voilà, alors dernier petit scoop, Cancellara vient de gagner le Paris-Roubaix, donc en course la barcelonaise. Il faudra lui demander comment il s'est mis au veuvage cette année, celui-là, parce qu'il fait un début de classique terrible. Hein. C'est vrai, c'est la question. Sur un jeune, sur des œufs. Sur une femelle. Comme il est suisse, peut-être sur un gros paquet d'argent. Ouais, c'est ça. Alors voilà, donc pour conclure donc, cette émission, je crois qu'on a l'agenda, mais je ne crois pas qu'il y ait grand chose à annoncer toute cette semaine. J'espère pouvoir annoncer le plus tôt possible un Du concours. moins, on n'a rien reçu. Donc on vous invite à nous envoyer vos événements, vos festivités, également. Et faire pour le témoignage. Et alors la question allez, qu'on se mouille un peu, hein, que les gens qui pensent que la colombophilie va mourir, ou que d'autres, que les autres qui pensent qu'au contraire elle va se transformer et peut-être même regagner des adeptes, qui s'expriment, et puis on relaiera un peu les avis pour alimenter le débat. Hein. Donc on vous invite à nous laisser un message donc à defos@me.be. Voilà, dimitri@me.be. Donc sinon pour vous annoncer une sortie prochaine, donc c'est Pigeon Magazine numéro 6 qui sortira donc à la fin du mois, dans lequel vous pourrez retrouver un reportage sur un amateur belge, un reportage sur un amateur français comme d'habitude. Donc l'amateur belge ce sera Kevin Druer du Tandem 3D Family à Glun, ainsi qu'une vidéo donc de 55 minutes, tenez-vous bien. Et alors, second reportage, Madine Pigeon Magazine, Michael Mascar, donc de Brune Saint-Amand, qui a réalisé le premier international d'Arbes en 2011. Donc là également, un article papier suivi d'une vidéo intégrée dans le magazine directement. Donc là aussi, une bonne trentaine de minutes certainement. Et alors, depuis peu, nous avons fait un partenariat avec le Duivenblad, ainsi que le magazine Campion, le magazine hollandais. Donc nous allons pouvoir échanger des articles, donc des reportages, et dans ce numéro 6, nous vous proposerons donc 2 reportages, mais là c'est encore indéterminé pour le moment, mais il s'agira certainement de Gaston Van de Hoover et d'un second article sur un colombophilie flamand. Voilà, ça c'est pour rester dans l'osmose belge, sans communautarisme aucun. Donc voilà, je crois qu'on peut clôturer sur cette belle phrase. Je voudrais lancer un appel aux colombophiles montois ou de la région montoise. Je commence à répéter à partir du lundi 22 avril au manège. Et un peu tous les après-midi, on va ouvrir la porte à tous ceux qui ont envie de voir l'état du travail. Et donc moi j'ai envie à l'intérieur de ce théâtre, ce rendez-vous culturel de Mons, que les colombophiles puissent de profiter qu'un théâtre ouvre sa porte au monde colombophile. Et donc c'est le manège à Mons, un théâtre assez connu à Mons. Et donc à partir du 22 avril jusqu'au 7 mai, tous les après-midi, la porte sera ouverte. Ok. Et tu n'as pas l'adresse par hasard? Non, mais si vous êtes à Mons, c'est à 3 minutes de la Grand Place. Okay. C'est très près de la rue de Némy. Et si on trouve ça facilement, ouais, le manège à Mons. Donc voilà, on vous invite à aller voir Kevin et participer donc à ces... comment tu appelles ça, Kevin? C'est des répétitions ouvertes. Des répétitions ouvertes, voilà. Ok. Donc voilà, je crois qu'on a fait une belle émission, donc une émission d'1h30 aujourd'hui. Et alors, on vous souhaite de jouer la semaine prochaine, donc. Hein. Que les pigeons puissent voler et que les concours puissent démarrer et qu'on puisse enfin pouvoir commenter des résultats, des performances. Tout à fait. Voilà, on vous laisse.
JP est concentré, JP est... Je me demande quel pigeonnet je vais aller lâcher. Oui, c'est ça. Il était déjà braqué sur la suite. Donc voilà, on vous laisse. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Pigeon Magazine on Air, votre émission colombophile, tous les dimanches à 15h.